Et bien voilà, notre installation commence à être bien au point. Et on va pouvoir bientôt commencer à se préparer à observer les étoiles. Ben, il suffit que la nuit tombe, bien entendu. Nous voici devant l'ordinateur d'acquisition, bien au chaud. On est sur la côte d'Azur, hein, du côté de Antibes. Mais il fait quand même dans les 6-7 degrés. Il est pas mal d'être à l'intérieur pour faire cette observation. Alors voilà l'écran donc qui va nous permettre de travailler. Pour l'essentiel, on a un logiciel qui tourne, qui est ici, qui est le logiciel Prism, qui a l'avantage de pouvoir à la fois commander le télescope au pointé, la reconnaissance de champ par exemple. Je ne vais pas l'utiliser ici, mais ce genre de choses existent. On peut aussi bien sûr faire de l'autoguidage et puis acquérir les données pour les sauvegarder sur le disque dur. Sur la partie droite ici, vous avez un petit paddle en fait qui reproduit la raquette de la monture 10 microns, qui est bien commode pour pouvoir appuyer sur les boutons et centrer les objets un petit peu à l'ancienne de manière fort commode. La première chose qu'on va faire ici, c'est pointer un objet. Alors je vais vous proposer de pointer l'étoile Alpha Pégase. Hein. Donc je ne vais pas vous apprendre à utiliser Prism, hein, c'est pas l'objet, hein, puis ce serait un petit peu long, mais simplement vous montrer très vite comment cela se passe. Donc on rentre ici Alpha Pégase, on appuie sur OK. Voilà, le logiciel propose de pointer l'étoile. On a une carte de ciel qui s'affiche à cet endroit-là. Normalement, il y a un petit réticule jaune qui apparaît en ce moment. Voilà, il vient de se positionner, qui nous montre que le télescope a pointé l'étoile. Et donc, normalement, si je lance une acquisition sur la caméra de guidage, cette fois-ci, on a ici deux fenêtres. Alors, la première supérieure est ici consacrée à la Z290 mm Mini, qui est en fait la caméra de guidage. Et puis en bas, la caméra principale, la 183 mm Pro. Donc, si je fais une acquisition ici rapidement, alors je vais mettre 0,1 seconde. On va voir ce qui se passe. Ah ben voilà. Il y a un réticule ici rouge. Et puis il y a une étoile qui est là. C'est justement notre étoile Alpha Pégase qui apparaît à cet endroit-là. Alors, là, le réticule que vous voyez là a été prépositionné pour être mis sur la fente d'entrée. Alors je vais essayer de vous montrer la fente tout de suite. Alors soit en ajustant les seuils. Je vais faire un peu différemment. Je vais arrêter les pauses. Je vais m'arrêter de travailler en mode continu. Je vais faire une pause un peu plus longue. Allez, on va dire 1 seconde. Voilà. Et là, on voit vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire, on voit notre fameux réticule, mais on voit qu'il a été centré sur un trait noir vertical, ici, qui est la fente qui fait 19 microns actuellement, donc au foyer de notre lunette de 100 mm de diamètre et de 900 mm de focale. Et donc, on voit ce trait. Et donc, j'ai positionné le réticule au centre sur l'axe horizontal et dans une position verticale ici, qui permet d'avoir à peu près l'étoile, enfin le spectre à la fin, sur le centre du détecteur approximativement. L'étoile est brillante ici, on voit ceci. Alors on voit un fond un peu brillant, hein, qui peut surprendre, on voit peut-être des poussières aussi, enfin on voit un peu tout ça. En fait, ce qu'on voit là, en posant 1 seconde, c'est tout simplement la lumière qui vient de notre petite veilleuse néon qui se trouve donc à l'extrémité du tube, qui est toujours allumée et qui envoie donc cette énergie lumineuse en permanence dans le champ. Donc du coup, ça éclaire aussi la caméra de guidage et donc c'est ce qui permet de bien voir la fente par ailleurs. Remarquez que je travaille en binning 1.1 toujours sur cette caméra ASI 290 mm qui avait des pixels de 2,9 microns, enfin de 2,9 microns, 2,4 d'ailleurs, je suis plutôt. Et ça permet d'avoir un très bon échantillonnage de la fente, hein. Ça c'est important. Voilà, donc en fait la petite ampoule nous permet d'éclairer le champ, mais en même temps vous allez me dire, mais oh là c'est pas terrible parce que ça envoie de la lumière parasite, c'est assez dramatique. Et non, en vérité, oui, il y a de la lumière, mais c'est une lumière monochromatique qui est pour l'essentiel concentrée dans des raies particulières. Donc si ça éblouit un petit peu notre champ de vue, ça ne va pas éblouir en fait la caméra science, c'est la caméra qui va permettre d'acquérir les spectres. Enfin, je vais vous le montrer.
Bon, sachez que j'ai par ailleurs mis ici une lampe relativement intense, hein, avec vous avez vu, je pouvais mettre des masques devant l'ampoule. Ici, c'est relativement transparent et donc ça donne effectivement un effet assez lumineux. Mais voilà, c'est ça un petit peu l'idée. Alors, je vais refaire des pauses de 0,1 seconde. Je vais mettre en mode autoguidage avec ce logiciel. Alors, je vais changer un petit peu la visualisation. Ben, pourquoi pas, je vais rester comme ça. Voilà, c'est parti. Voilà, et donc là, Prism se met en mode autoguidage. Alors j'ai par ailleurs déjà réglé en vérité, c'est pas tout à fait vrai, voilà, je le fais maintenant. J'ai par ailleurs réglé les consignes de vitesse, les vitesses sur les deux axes, les bonnes orientations, etc. Et on voit que, en fait, un carré rouge apparaît ici avec un cercle qui n'est pas trop visible, qui est centré sur l'étoile et qui mesure le centre de gravité de l'étoile. Et on voit que l'étoile se positionne sur la croix rouge ici, hein, ou verte, et en fait, elle se positionne donc sur la fente. Alors, je vais changer un petit peu la visualisation. Je vais mettre une visualisation un peu moins contrastée. On va essayer de faire ça. Voilà. Et là, on va, avec une petite loupe ici, voir en filigrane, en quelque sorte, la fente et l'étoile qui rentre à l'intérieur, enfin, l'énergie de l'étoile qui rentre à l'intérieur. Évidemment, mieux c'est focalisé, mieux c'est. Alors, c'est là que c'est critique, hein, c'est-à-dire qu'il faut jouer très finement avec la mise au point. On a vu qu'on avait un micromètre de mécanicien pour régler ce positionnement. Et c'est grâce à ce micromètre, en bougeant, on va dire, de dixième en dixième, voire de 500e en 500e, à essayer de rendre l'étoile la plus fine possible pour que le maximum d'énergie rentre. Alors, vous voyez, c'est particulier parce qu'on ne voit pas l'étoile en tant que telle, comme on le voit d'habitude, comme un point, mais on voit en fait l'étoile par rapport à son débordement, par rapport à la largeur de la fente de 19 microns, sachant que le maximum d'énergie rentre cette fois-ci dans le spectrographe StarX. Alors, eh ben, il suffit de faire une pause. On peut essayer de faire une pause. On va faire une pause de 30 secondes, par exemple, dans cette situation-là. C'est parti pour 30 secondes. Et pendant ce temps, ça autoguide, évidemment, sans problème. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Il y a de la turbulence, ça bouge un petit peu, hein, ça oscille. Et ça, c'est l'intérêt de la spectro, c'est que même s'il y a de la turbulence, c'est pas grave, parce que si l'étoile sort de la fente, on perd du signal, mais on ne perd pas la résolution. Le spectre est toujours aussi bon, en réalité, en termes de finesse spectrale, finesse des raies. Voilà, il reste plus qu'une seconde. Voilà, la pause est terminée, je vais arrêter le guidage et on va regarder le résultat. Et le résultat est ici. Alors, il est important ce résultat-là parce qu'il structure un peu toute notre observation en réalité. On voit un trait horizontal, ici, qui est l'étoile, le spectre de l'étoile alpha Pégase. En fait, on peut deviner une échancrure vers le centre ici. C'est l'arrêt H alpha, mais très élargie dans ce type d'étoiles qui sont très chaudes. Et on voit en particulier que bon j'ai fait une acquisition fenêtrée. Hein. On a toute l'image en fait ici. Hein. Donc c'est très étroit. L'image de la AJ183 est bien plus grande, mais pour économiser de la place sur le disque dur et pour rendre les choses beaucoup plus simples au niveau traitement, j'ai fenêtré autour de la trace qui est ici. On voit donc le spectre de l'étoile, posé 30 secondes, et on voit aussi des raies verticales ici. On les voit ici. On va en voir d'autres de l'autre côté. On en voit une autre ici. On en voit même une autre ici. En fait, il y en a 4 dans le champ. Et ce sont les fameuses 4 raies du néon. Enfin, en l'occurrence, il y en a 4 parce que ça correspond à la couverture spectrale que l'on a ici. Il y en a beaucoup plus de part et d'autre. Hein. Mais ce sont ces fameuses raies, notre fameuse règle, qui va nous permettre d'étalonner notre spectre. Alors, vous voyez qu'on a enregistré à la fois le spectre de l'étoile, et le spectre de la lampe néon d'étalonnage. Voilà, il n'y a pas de mécanisme, il n'y a rien de particulier, tout marche en permanence. Évidemment, au niveau du traitement, on va utiliser ces positions-là pour étalonner le spectre, mais on éliminera évidemment les raies à la fin, par traitement d'image toujours, par traitement de signal, pour que le spectre soit tel qu'il aurait été acquis si la lampe n'était pas allumée. Et vous voyez la fameuse lumière qu'on a vue tout à l'heure, qu'on voyait dans le champ de la caméra de guidage. Eh bien ici, on ne la voit vraiment pas, parce qu'en fait, cette lumière, elle est concentrée dans les raies uniquement qui sont là. Et dans le spectre, si j'étais à la lampe, ce sera strictement pareil, à ceci près qu'il n'y aura plus les raies verticales d'étalonnage du néon. Voilà, c'est tout.
Donc, ben, il n'y a plus qu'à essayer d'observer notre étoile. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Je vais essayer de faire une pause un petit peu plus longue. Alors, pour cette étoile-là, ben, je vais poser 300 secondes, par exemple. Alors, Prism se règle, hein, il sauvegarde les images automatiquement sur le disque, évidemment, sans aucun problème. C'est vrai que c'est un logiciel d'astronomie, d'acquisition d'images astronomiques, donc il y a beaucoup de possibilités. Alors, vous avez remarqué qu'il y a une petite loupe ici. On peut aussi afficher les points saturés, ce qui est extrêmement pratique hein, lorsque l'on fait ça. C'est-à-dire que si on se met ici sur cette option-là, tout ce qui apparaîtra en rouge à l'image sera saturé et donc sera absolument évité lorsque l'on fait des acquisitions. Il ne faut surtout pas saturer les spectres d'étoiles ou de références. Voilà, j'ai réglé mon répertoire. J'ai mis un nom explicite pour l'étoile. Hein. J'ai mis AlphaPeg. Ne mettez pas n'importe quoi, ça va être important pour le traitement parce que ça permettra de reconnaître le nom dans les catalogues officiels, genre le CDS par exemple. Voilà, là j'ai lancé une pause de 300 secondes. On est à 12 secondes de la fin. Ça auto-guide toujours, on voit toujours notre petite loupe ici, bien pratique. Et donc, voilà, il reste plus que 4-5 secondes, c'est bientôt terminé. Voilà, l'image apparaît derrière. Je vais arrêter l'autoguidage une seconde pour bien voir les fenêtres. Sinon, c'est un petit peu compliqué, voilà. Et donc, on a notre spectre d'Alpha Pégase qui apparaît ici. Avec, bon, lorsqu'on est attentif, on va voir des raies très fines, qui sont des raies telluriques en réalité. On voit toujours nos raies de calibration ici, mais cette fois-ci sur une pause longue de 300 secondes. Remarquez que je n'ai pas éteint les lampes, hein, elles sont toujours allumées. Et notre spectre d'étoile qui est là, voilà. Donc, c'est pas bien plus compliqué. Je vais essayer d'aller pointer une autre étoile. J'en profite tout de suite pour vous montrer ça. Donc, bah, écoutez, je vais aller pointer, ben, on est sur Alpha Pégase, je vais pointer Beta Pégase, par exemple. Ah, Beta Pégase, Beta Pégase, c'est une étoile plus froide que celle-ci. C'est une étoile M, donc elle va avoir un spectre assez différent. Voilà, je tape Beta Pégase dans la fenêtre de recherche de Prism. Je dis OK. Voilà, il m'a trouvé cette étoile ici, en tout cas, il a trouvé dans la carte du ciel et il pointe le télescope sur cette partie-là du ciel que j'ai donc désignée. Voilà, on a notre petit réticule qui approche et il est accroché. J'ai entendu un petit bip qui vient de loin, mais il vient de mes 12 mètres de distance avec la monture et qui m'indique que tout ça s'est bien passé. Et je lance, c'est parti, pour faire cette acquisition sur Beta Pégase. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. On a vraiment pointé, centré. Le monture est quand même correcte, donc effectivement, elle centre pas mal. Et puis, bah, on lance. Et puis, toute la nuit va finalement se dérouler de cette manière-là. Il y a aucune difficulté. Alors, on a toujours cette idée que la calibration spectrale en particulier est permanente. Donc, on n'a pas ce souci à faire. On lance tout ça tranquille. On verra peut-être quelques subtilités plus tard, mais ça reste extrêmement simple, ça se déroule tout seul. Voilà, terminé. J'arrête le guidage une seconde pour vous montrer et on voit le spectre de notre étoile qui est effectivement très différent. Alors, remarquez encore une fois que si je mets de la visualisation qui va bien, je vais voir mes raies de calibration toujours présentes ici, qui ne me gênent pas, mais qui sont encore une fois précieuses pour la suite. Cette fois, on est sur une étoile un peu différente. C'est une étoile plus faible d'abord, elle fait magnitude 5,9. Elle est pointée ici sur la carte du ciel avec Prism. Donc c'est une étoile qui s'appelle HR 1099. Elle est assez connue des spécialistes. Hein. C'est une étoile type variable, en l'occurrence type RSCVN. C'est une étoile qui est assez proche du Soleil, a priori, au niveau de sa température, mais qui a une particularité. Cette particularité, c'est d'être très active en surface. On connaît les protubérances sur le Soleil, hein, on connaît les facules, etc. Et donc, Solex les révèle très bien. Sur cette étoile, l'activité équivalente est 100 à 1000 fois supérieure. C'est énorme en réalité. C'est-à-dire que si on était là, on aurait un spectacle magnifique dans la chromosphère. Mais évidemment, on le voit comme point. Donc, on ne peut pas la deviner a priori, cette activité-là. On voit ici l'étoile dans la fente. Donc, remarquez que je pose 0,5 secondes sur la caméra de guidage. Je rappelle, on est pas loin de magnitude 7 au niveau de la brillance.
Le temps de pause sur le spectre lui-même est de 600 secondes. Alors je ne fais pas qu'une image, hein, j'en fais un assez grand nombre. Là je suis à la 7e. En gros, ben, ça m'a fait, en accumulant tout cela, ça me fait à peu près 1 heure de pause. Voilà, donc un objet qui paraît un petit peu anonyme dans le ciel, hein, comme un point, comme toutes les étoiles. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder le spectre de cet objet, donc qui va s'afficher dans quelques instants. Alors voilà, le spectre est ici, c'est toujours la même chose, le trait horizontal. On voit toujours nos raies du néon ici, hein, qui sont fidèles à leur position, qui vont nous permettre de calibrer. Le résultat est un peu décevant, on voit pas de taille je dirais de raies très fines. En fait, si on est attentif, on voit des espèces d'échancrures, mais très diffuses, très larges. C'est dû à la rotation de l'étoile sur elle-même. Elle tourne donc en 2,6 jours seulement, très rapide. Et cet élargissement est lié à l'effet Doppler dû à la rotation. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est un effet de vitesse entre le bord droit et le bord gauche de l'étoile, comme on peut le voir aussi sur le Soleil quand on fait des analyses très fines au niveau de la Rh alpha. Ce qui est plus intéressant ici, c'est cette espèce de brillance qu'on voit vers le centre ici. C'est la Rh alpha, mais en émission légère par rapport au continuum. Mais cette lumière qu'on voit ici en surbrillance, eh bien en vérité, elle vient de la surface de l'étoile et des plages faculaires, des protubérances de l'activité de surface de l'étoile. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que comme l'étoile tourne vite sur elle-même, je rappelle, 2,6 jours, eh bien en fonction du temps, on va voir cette structure ici changer. C'est-à-dire qu'on voit défiler devant nous des détails de la surface de l'étoile, continuellement changeant de manière périodique. Et c'est assez génial parce qu'en vérité, on peut comme cela détecter l'activité en surface, pas la rotation. C'est une vraie activité de surface, donc ça veut dire que si on inverse le phénomène, on appelle ça de la tomographie stellaire, on peut arriver en fait à reconstruire la surface de l'étoile. C'est-à-dire qu'en fonction de la rotation, on fait plusieurs spectres, on les accumule, on les analyse avec des outils spéciaux, et on peut sortir l'image de la surface de l'étoile. Franchement, partir d'un point comme ça et en déduire à quelque part l'image de l'étoile avec les taches, les protubérances, etc., ça, c'est la vraie magie de la spectroscopie. C'est ça qui me fait aimer la spectroscopie parce que c'est très dynamique, ça change tout le temps, il y a beaucoup de phénomènes, les spectres sont très divers. Et alors, ce qui est magique aussi, c'est que cette image que vous voyez là, ce spectre, est en réalité fait proche d'une ville, hein, donc sur une petite terrasse. Elle est faite avec une lunette qui fait 100 mm de diamètre seulement. Elle est faite avec un spectro qui est en plastique, fait en impression 3D, avec quelques composants optiques. C'est pas extrêmement cher, mais avec tout ça, vous faites de la très jolie astrophysique. Et vous voyez ce que personne ne voit vraiment en réalité quand on fait des photographies, c'est-à-dire les détails à la surface de l'étoile lorsqu'on sait interpréter. Je vous montrerai tout à l'heure, sans faire d'analyse très mathématique, mais simplement visuellement, ce que je vous dis là, c'est-à-dire qu'on peut voir les détails bouger à la surface de l'étoile. Bon, je me suis un petit peu habillé pour mettre au-dessus de la lunette le panneau de LED, donc d'éclairage de chantier ou de garage. Ici, on va éclairer simplement l'entrée de la lunette pour, bien sûr, réaliser le flat field. Voilà, donc on va revenir à l'intérieur et faire quelques pauses. Vous allez voir comment ça se passe, c'est très simple. On est revenu au chaud, on va faire les acquisitions flat field. Alors, une pause assez brève finalement, 1,8 secondes pour ne pas saturer. Et puis on va taper le nom des images qu'on va faire. Alors on va faire une séquence. On va faire une séquence, donc je tape LED tiré comme toujours. Voilà. Et puis je vais lancer une séquence de, allez, une vingtaine de flats en fait. Donc assez important. Après tout, c'est très rapide. Ça ne prend pas une place énorme sur le disque. Et puis ça permet de faire une belle moyenne à la sortie. Alors il faut bien faire attention à ne pas saturer. Donc ici, je lis ici 55 000, 57 000. Bon, c'est très bien. Donc ça c'est très important de ne pas saturer. Il faut donc ajuster le temps de pause de 1,8 secondes. Par exemple ici, pas n'importe comment, justement pour ne pas saturer, mais avoir un fort niveau. Après, on voit ici, on est plutôt dans la partie rouge, enfin plutôt la partie bleue du rouge, si on peut dire. Et puis, si on va vers la partie infrarouge, on voit que ça baisse sensiblement.
Et donc, en fait, ici, eh ben, on se retrouve avec moins de signal. C'est ce que je vous disais tout à fait au début. Il y a quand même beaucoup moins de rouge que de bleu. Et donc, ben, il faut poser relativement bien pour ne pas saturer ici, mais avec suffisamment de pause pour bien diminuer le bruit lorsqu'on est dans cette partie ici. Si on est un peu attentif, on va voir une structure un peu quadrillée. Hein. Donc, c'est une structure qui est associée à la manière dont le capteur CMOS de la caméra a été fondu. Donc c'est la technologie qui est utilisée. C'est justement cette espèce de quadrillage, là, comme on peut deviner, que l'on va en particulier éliminer lorsqu'on va faire la correction avec les images LED qu'on vient d'acquérir. Alors, je les appelle LED parce que c'est une lampe LED qui est utilisée, mais bon, on pourrait aussi appeler ça flat field, enfin PLU, enfin tous les noms que vous voulez. Voilà, bah c'est déjà fini. On va pouvoir éteindre la lampe et puis continuer à observer. En fait, pas tout à fait. Je vais refaire une petite opération d'étalonnage avec le néon, mais particulière dans le sens où je vais pas mettre d'étoiles dans la fente, pas d'étoiles, que la lampe néon. Et on va voir que je vais l'utiliser, le néon, de manière un petit peu particulière. Effectivement, je vais vous montrer une opération un peu particulière qui consiste à améliorer l'étalonnage spectral. Alors, vous avez vu que j'utilise une petite lampe néon, que je l'accroche au bord de l'objectif ici. C'est bien, c'est très fiable et comme on a vu que ça permettait de travailler toute la nuit avec une constante, ça va nous permettre de calibrer en relatif très bien les spectres. Par contre, il y a un petit défaut, c'est que cette lampe, étant située au bord de l'objectif, les rayons lumineux qui sortent de cette lampe ne suivent pas exactement le même chemin que les rayons qui viennent des étoiles. Les rayons qui viennent des étoiles, ben, ils arrosent l'intégralité de l'objectif, tandis qu'ici on n'arrose qu'un bord. Alors pour obtenir une très bonne loi d'étalonnage, c'est-à-dire une équation qui relie vraiment bien les pixels et les longueurs d'onde, il faut faire une acquisition, une seule en fait, mais dans une situation qui nous approche de celle des étoiles, c'est-à-dire qu'au lieu d'éclairer le bord, on va éclairer l'ensemble de l'objectif. Alors pour ça, on lance une pause, typiquement d'une trentaine de secondes, et pendant que cette pause se déroule, eh bien, il faut être à côté du télescope et on va promener, touiller en quelque sorte la lampe, comme ceci, de telle manière à réaliser un éclairage à peu près homogène. Alors on fait un brassage en quelque sorte aléatoire pendant la pause et ainsi on distribue mieux la lumière sur l'ensemble de l'objectif ici, l'objectif de 100 mm. À la sortie, on aura une image du néon sans l'étoile, hein, puisqu'on n'a pas visé d'étoile particulièrement ici, avec les raies qu'on connaît bien, mais avec cet éclairement à peu près homogène. Et c'est à partir de cet éclairement homogène qu'on va déterminer cette fameuse loi de dispersion, qu'on appelle un polynôme de dispersion. Alors ce polynôme, en fait, on va l'estimer qu'une seule fois, je dirais presque dans la vie de l'instrument. Cette opération-là, je ne la fais pas toutes les nuits, pas du tout. Je la fais de temps en temps. Parce que c'est une constante instrumentale en vérité, ça n'évolue pas. Vous pouvez même la faire sur table le jour, hein, il n'y a pas de problème, ça pourrait être possible aussi de faire ici. Voilà, donc c'est une opération qui rentre dans le traitement des données pour améliorer vraiment la précision encore une fois. Voilà notre spectre qui, donc en brassant en quelque sorte la lampe devant l'objectif de 100 mm. Donc le spectre qu'on obtient, c'est un spectre doré d'émission, les raies du néon. Il n'y a pas l'étoile, mais ça ressemble beaucoup au spectre qu'on obtient avec la lampe sur le bord de l'objectif. J'appelle le mode latéral. Il n'y a pas d'étoile donc, mais par contre, la position de ces raies-là est plus précise encore que quand on est en mode latéral. Hein, et on va pouvoir ainsi obtenir avec cette information-là un polynôme de dispersion beaucoup plus précis si on en sent le besoin. Alors, cette donnée-là a été acquise et sauvegardée, il faut y penser bien sûr, ici sous le nom néon-1, ce qui permettra éventuellement de l'exploiter par ailleurs lorsqu'on aura senti le besoin. Une petite remarque, comme on éclaire de manière homogène la pupille à peu près, c'est aussi l'occasion de vérifier la netteté des raies, ici des raies d'émission du néon, qui doit être très fine. Si ce n'est pas le cas, si elles sont un peu larges, si elles sont défocalisées manifestement, il faut toucher
au tirage de la caméra avec le système hélicoïdal, de la caméra d'acquisition principale, de telle manière à avoir effectivement des raies les plus fines possibles. Donc c'est aussi un test important pour vérifier que vous obtenez des spectres vraiment nets, quoi. Alors une question qui peut se poser, c'est de savoir jusqu'à quelle magnitude je peux observer les étoiles avec cet équipement. La réponse est un peu dans cette image, où l'on voit une étoile à cet endroit-là, sous la fente, qui est une étoile de magnitude 11. C'est une étoile dite symbiotique, c'est l'étoile AX Persée. Et on la devine, alors on devine surtout aussi le halo de l'arme Néron, hein, bon, que j'ai atténué, mais bon, j'aurais pu l'atténuer encore un peu plus. Pour guider, je travaille sur cette étoile ici. Donc je ne guide pas sur l'étoile cible, mais je travaille sur une étoile du champ, ce qui est quand même plus confortable, plus simple. Voilà. Le temps de pause va être de 900 secondes, donc un quart d'heure. Je fais plusieurs images, bien entendu. Et voilà ce que cela donne au niveau du spectre. Alors, que voit-on? On voit un continuum très faible sur une image brute, hein, ici, hein, donc il n'y a pas de traitement du tout. Et on voit une belle émission de la raie de l'hydrogène, la raie alpha, avec une belle asymétrie. C'est typique de ces étoiles dites symbiotiques où il y a un échange de matière entre deux objets qui tournent autour d'un centre de gravité commun. Donc il y a des phénomènes très violents entre les deux dans ces échanges de matière. Et donc, voilà, à magnitude 11, on arrive quand même à lire quelque chose. Le continuum est difficile, mais il est suffisamment visible pour pouvoir faire une référence de référence photométrique par rapport à l'intensité de la raie. Puis même si on va chercher un peu plus loin, on va aller dans le rouge plus loin, ici, et on devine un petit point ici. Et c'est une raie de l'hélium que l'on voit ici, donc est aussi très lisible. Finalement, pour répondre à la question sur la magnitude limite, ça dépend un peu du type d'objet. Je reconnais que celui-ci est quand même vraiment faible, mais comme il a une belle raie en émission et que c'est ce que l'on veut voir, finalement, c'est très jouable. Magnitude 11, donc. En routine, sur le continuum, on peut dire que la magnitude 10 est accessible, la magnitude 9 est facile. Donc, encore une fois, ça correspond à des performances d'une lunette de 100 mm avec un Starex à très haute résolution. Bien sûr, on peut traiter toutes les données que je suis en train d'acquérir quasiment en temps réel. Alors, le traitement des spectres, c'est souvent quelque chose qui fait un petit peu peur. Dans le contexte Starex, on a essayé de faire une application spécifique qui s'appelle SpecInti, qui offre quand même pas mal de possibilités d'automatisation. Je vais vous montrer très succinctement comment ça fonctionne, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir. Mais voilà, je vais vous présenter cette interface. En fait, ça s'appelle cette interface SpecInti Editor, qui est une couche au-dessus de l'application SpecInti, elle-même écrite en langage Python, forme ligne de commande, bon, un petit peu compliqué pour les néophytes, mais l'interface Editor permet d'approcher beaucoup plus simplement le logiciel. Alors, un exemple ici, on va traiter donc les images de la nuit, enfin, au stade où on en est actuellement. Donc, je vais taper par exemple ici la première étoile que j'ai fait. Alors, c'est AlphaPeg, hein. Vous vous souvenez? Alors, il faut taper son nom, pas se tromper quand même. Voici. On met une petite virgule ici et on met la deuxième image, enfin le deuxième objet, BetaPeg. Vous vous rappelez, c'est une étoile de type M. L'ordre d'entrée importe peu, hein. Donc, on peut faire vraiment ce qu'on veut. On peut taper maintenant HR 1099. Vous vous rappelez, donc c'est notre étoile à éruption, enfin qui tourne très vite sur elle-même, de type solaire. J'en ai fait une deuxième en fait qui est assez proche de la même famille, c'est IIPEG, qui elle-même a des flares, enfin des éruptions à elle aussi, qui est intéressante. Et puis il y a XPER que je suis en train de faire en fait. Voilà, toujours une petite virgule entre les points. Et on va voir un petit peu le traitement de toutes ces données. Alors vous voyez, j'ai tapé ça en ligne avec des noms qui sont des noms du CDS. Les noms officiels des étoiles, mais j'aurais pu mettre des numéros HD, HR, etc. Du moment que c'est reconnu par
par le CDS de Strasbourg. Il n'y a aucun problème. Je tape ici maintenant sur le petit bouton auto. Regardez, pas mal de choses se remplissent automatiquement, donc comme on peut l'espérer, avec le nom racine des objets, et puis le nombre d'objets, enfin plus précisément le nombre d'images par objet que j'ai fait. J'en ai fait 5 pour Alpha Pégase, 3 pour Beta Pégase, etc., etc. Et puis tout le reste est rempli aussi. On voit ici en particulier les néons, mais les néons en fait ils sont des images de calibration, il y en a 0. Je ne les ai pas faites parce que tout simplement le néon est inclus dans les images elles-mêmes. Vous avez vu qu'il y a l'empreinte du néon dans chaque image d'étoile que j'ai pu faire. Après, on voit ici les images d'offset, de dark, LED qui sont les flat field. Les images offset dark ont été faites plusieurs nuits avant. Je les ai simplement recopiées dans le répertoire dans lequel je travaille actuellement, le répertoire de la nuit, qui s'appelle Starex 110. Et donc, je n'ai pas besoin de les refaire. Ils sont valables pendant X jours, hein, je dirais. LED, en fait, on les a faites tout à l'heure en posant le petit panneau sur l'entrée de la lunette, vous vous souvenez. Et puis, je sauvegarde tout ça sous un nom OBS_HR1099. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Ça correspond en fait à l'observation que je suis en train de faire actuellement, en tout cas l'état où elle en est actuellement. Donc je fais sauver ici. Et puis la deuxième opération à faire, c'est aller voir dans le fichier dit de configuration, qui est un fichier qui décrit l'instrument. Il y a pas mal de paramètres, hein. Si je défile, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Ne vous affolez pas, ces paramètres-là sont des sortes de constantes de l'instrument. Si on ne change pas d'instrument, ils restent fixes. Donc il y a une documentation, j'en parlerai dans un instant, qui décrit tout ça, mais ça paraît compliqué, mais sachez qu'une fois qu'on l'a écrit, on n'y touche plus. Donc ça reste vraiment une sorte de carte de visite de votre équipement à conserver tel quel. La seule chose qu'on change, en fait, c'est le nom du répertoire dans lequel se trouvent les images qu'on veut traiter, ici Starex 110, et puis le nom du fichier d'observation, HR 1099, hein, c'est le nom qu'on a mis ici, et donc on remet ici. Voilà, et c'est tout. On sauvegarde ce fichier dit de configuration, et on va lancer tout simplement le traitement, hein. On va essayer de voir ce que ça donne. Ouais, c'est parti. Et on voit ici une fenêtre dans laquelle apparaissent les informations qui correspondent au traitement de chacune de ces étoiles. On va commencer par Alpha Pégase, parce que c'est la première qu'on a mis dans la liste. On voit ici quelques informations sur le déroulement du traitement, qui est vraiment très, très automatisé, hein. On n'a plus d'intervention à faire ici. On a traité les offsets, les flat fields, etc. On a corrigé certaines distorsions géométriques. SpecNT est même capable de reconnaître les raies du néon automatiquement qui sont dans l'image, et même attribuer des longueurs d'onde à ces raies-là, et à réaliser l'opération d'étalonnage de manière entièrement transparente pour vous, en associant le polynôme de dispersion, etc. Donc tout ça est vraiment fait de manière automatique. Ici on est sur HR 1099, vous voyez, ça se déroule petit à petit. Alors, il y a une documentation. Si vous allez sur le site Solex, vous allez trouver dans l'onglet étoiles, dans la rubrique étoiles, tout en bas de la rubrique étoiles, vous allez trouver un lien vers la documentation du logiciel SpecNT et du logiciel SpecNT Editor. Et vous allez pouvoir évidemment télécharger une version Windows, mais aussi une version Mac, une version Linux, plein d'exemples, beaucoup d'informations qui sont données. C'est assez dense, il faut lire de manière progressive, mais vous pouvez vous entraîner avec les exemples qui sont donnés, et vous allez voir, ça paraît un petit peu, au départ, un peu déstabilisant. C'est une façon assez nouvelle de faire de la programmation, du traitement de spectre, mais c'est un vrai outil de production, vraiment efficace en vérité. Comme vous le voyez ici, j'interviens très très peu sur les opérations, dans le sens où je me suis contenté de changer de ligne en gros, de donner les observations que je veux traiter, et puis appuyer sur exécuter, et des opérations assez complexes se font de manière vraiment très transparente. Voilà, il a presque fini parce qu'il est en train de traiter la dernière image qui est AX percé ici. Donc on va voir le résultat. Alors, vous allez voir comment ça
ça apparaît. Voilà, il est en train d'extraire le profil, hein, donc avec des méthodes optimales chaque fois, on peut choisir des méthodes traditionnelles plus ou moins optimales. Et voilà le résultat, il apparaît sous forme d'une petite galerie de vignettes. On voit ici Alpha Pégase, Beta Pégase, HR1099 avec sa émission H-alpha, puis des raies assez de type un peu solaire mais un peu élargi comme on l'a vu par la vitesse Doppler. IPEC qui ressemble un petit peu avec cette raie en émission, et puis notre fameuse étoile symbiotique à X paires. Mais on va justement essayer de la voir mieux. Alors il y a pas mal d'onglets, vous voyez ici, et donc il y a un onglet qui s'appelle Visu Profil. Donc si je fais ouvrir ici par exemple, et que je choisis AX percé, donc il y a pas mal de fichiers qui sont générés, des fichiers de contrôle, des fichiers images, etc. Vous verrez ça dans la documentation, mais si j'appuie sur, si je choisis AX percé.fit, celui-ci, voilà, j'ai donc l'image de AX percé qui apparaît. On voit en particulier la forme un peu asymétrique de l'arrêt. Remarquez ici l'arrêt de l'hélium qu'on voit très très bien. Donc je rappelle quand même qu'on est en train de pointer ici une étoile de magnitude 11. On peut zoomer un petit peu. Et on voit bien cette émission H-alpha qui d'ailleurs évolue dans le temps. Et donc il est très important de suivre. Il y a des vrais programmes scientifiques autour de ces étoiles-là. Là, ce qu'on a fait HR1099, je vous ai promis de mettre en évidence la structure de surface lors de la rotation de l'étoile. Je vais le faire maintenant. Alors, je vais vous comparer en fait deux observations, celle faite il y a à peine quelques heures, et puis celle que j'ai faite il y a 24 heures. Alors, d'abord, je vais afficher le profil spectral calculé sur l'observation d'aujourd'hui, de cette nuit. Le voici. Alors, on voit notre profil, l'arrêt H-alpha qui est ici, et puis des raies plus ou moins larges liées à la rotation de l'étoile aussi. Ce sont des raies métalliques, hein, raies du fer pour l'essentiel. Et maintenant, je vais superposer à ce spectre-là le spectre de pris il y a 24 heures. Alors, je fais afficher. Et voilà le résultat. Alors, on voit dans une autre couleur le deuxième spectre. Et si on zoome un petit peu, on voit tout de suite quand même qu'il y a des différences. Et on voit que l'arrêt H-alpha a une forme complètement changée entre les deux spectres. Alors, ce changement, encore une fois, je le rappelle, c'est fait en 24 heures et traduit effectivement les changements à la surface de l'étoile. Là, on a vraiment vu des plages faculaires défiler. En gros, en 24 heures, l'étoile a fait presque, pas tout à fait un demi-tour, hein, mais donc on voit une face de l'étoile et puis une autre face de l'étoile, en fonction donc de ces deux spectres. Et donc, effectivement, ceci est lié à l'activité de surface. C'est quand même très spectaculaire parce qu'on voit vraiment la rotation, c'est très cyclique. Si je reviens dans un cycle complet, je vais retrouver à peu près les mêmes formes, parce que les structures à la surface de cette étoile sont relativement fixes, hein, elles sont quasiment imprimées sur l'étoile. Le spectre bleu ici a été fait aujourd'hui, donc hein. Si je m'amusais à le refaire maintenant, c'est-à-dire 2 ou 3 heures après la première acquisition, je suis sûr que je verrai déjà des changements. Donc on voit quand même que c'est très dynamique au niveau de l'évolution. Ça, c'est aussi, comme je l'ai pu le dire, de la belle spectroscopie. Écoutez, je vous propose de faire la même chose, hein, et puis écoutez, à vous de jouer.